La monnaie. Chaque jour, nous la manipulons et l'échangeons comme tout autre objet de notre quotidien. Pourtant, ses origines et son évolution au Maroc sont fascinantes. De l'Antiquité à nos temps modernes, elle a reflété les ambitions de puissants empereurs et dynasties, portées à leur apogée, puis précipitées dans le déclin. Cristallisant les enjeux politiques, sociaux et économiques de diverses époques, elle offre un précieux témoignage sur notre identité. Plongée dans la formidable histoire de la monnaie au Maroc. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. La Méditerranée, berceau des plus grandes civilisations du monde, connaît une grande effervescence alimentée par une multitude de flux guerriers, coloniaux et commerciaux. Au carrefour de ces mouvements, l'Afrique du Nord, que l'on appelait Libye à l'époque, assiste à la naissance d'une nouvelle civilisation influencée par les empires grecs, romains et phéniciens. Portée par ses inspirations, la monnaie prendra forme d'abord en Numidie, actuelle Tunisie, au IVe siècle avant Jésus-Christ, pour financer les guerres contre les Grecs et plus tard contre les Romains. Celle que l'on appelait Carthage à l'époque frappe un monnayage en or, les statères. Les Carthaginois pouvaient voir sur ces précieuses pièces la déesse mère Tanit et le cheval, animal symbolique de la ville de Carthage. Un siècle plus tard, les Agélides ou rois numides frappent des monnaies de bronze et d'argent en leur effigie. Au Maroc, alors appelé Maurétanie, le monnayage fera sa grande entrée au IIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Bocchus Ier, rendu célèbre dans l'histoire pour avoir conclu une alliance avec son gendre Jugurtha contre les Romains avant de le trahir. Il frappa des monnaies en bronze à son effigie, représentant également une titulature royale transcrite en caractères puniques, la langue officielle du royaume de Carthage. Jouant des coudes avec Bocchus Ier, des cités autonomes du royaume de Maurétanie tiennent à produire leur propre monnaie en bronze. D'un style archaïque, elle représente des dieux protecteurs de la cité, des symboles agricoles et maritimes, ainsi que des signes astraux reflétant à la fois les croyances religieuses et l'économie de l'époque. Les pièces qui ont circulé dans ce Maroc antique sont réalisées par coulage, une technique apparue pour la première fois en Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce procédé consiste à verser du métal fondu dans un moule reproduisant en creux la forme de la monnaie. En Chine, le coulage servait à la fabrication de pièces en bronze. Les sapèques, dont l'une des spécificités était leur perforation de forme carrée au centre. La fabuleuse histoire de la monnaie au Maroc connaît un tournant capital en l'an 25 avant Jésus-Christ avec l'intronisation de Jouba II. Souverain amazigh au parcours singulier, Jouba II a été élevé à la cour impériale de Rome et a ensuite épousé la fille de la reine d'Égypte, Cléopâtre, et du général romain Marc-Antoine. Cette union est commémorée par la frappe d'un auréus en or figurant à la tête diadémée du roi Jouba II, accompagné de sa titulature royale en latin. Il est également possible d'y voir au revers le nom de son épouse, Cléopâtre, et le symbole d'Isis en référence aux origines égyptiennes de la reine. Cette pièce d'exception, dont il n'existe qu'un seul et unique exemplaire dans le monde, est exposée au musée de Bank el-Maghrib. En souverain érudit et lettré, Jouba II favorise avec sa femme Cléopâtre Sélénée la prospérité politique, culturelle, artistique et architecturale des cités de Maurétanie. L'influence du couple royal est telle que le pays s'érige au carrefour des flux commerciaux et d'exportation dans la Méditerranée. Dans ce sillage, une nouvelle ère monétaire s'ouvre, marquée notamment par l'introduction du système trimétallique. Inspiré du modèle romain, il consiste à combiner l'or, l'argent et le bronze pour la fabrication des pièces. Dans ce même élan, la technique du coulage cède la place à la frappe au marteau. Dans ce procédé, l'alliage de base de la pièce est préparé et mis à la forme des flancs monétaires aux dimensions et poids souhaités. Ensuite, le flanc vierge est posé entre deux coins monétaires de forme généralement cylindrique et souvent réalisés en bronze. Le premier coin est mobile, tandis que le deuxième, fixé, est frappé au marteau. C'est également sous cette ère de modernisation qu'une organisation prend forme au sein des ateliers monétaires. Deux corps s'y activent. Le premier, administratif, intègre un surveillant, un trésorier et un scribe, tandis que le deuxième corps regroupe des chargés de fabrication comme les fondeurs, les cisailleurs, les marteleurs et les graveurs. Cet âge de prospérité pour l'activité monétaire en Maurétanie se poursuivra sous le règne de l'empereur Ptolémée, fils et successeur de Jouba II et dernier monarque marocain de l'époque antique. Mais après un bref règne, Ptolémée est assassiné par l'empereur romain Caligula en 40 après Jésus-Christ. Le Maroc devient alors une province romaine et l'activité monétaire des ateliers marocains prend fin. La Maurétanie n'est plus alimentée à l'époque que par des monnaies romaines,
provenant des ateliers de l'Occident romain. La province romaine d'Afrique fut honorée à travers le numéraire romain sous le règne de l'empereur Septime Sévère, d'origine libyenne, comme en témoigne ce denier d'argent frappé par l'empereur représentant la déesse Africa. Vers le 5e siècle, les Romains se retirent de Maurétanie, cédant la place aux Vandales, un peuple germanique qui envahit progressivement la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord. Celui-ci marque furtivement l'histoire numismatique du Maroc antique en émettant un monnayage en argent de faible qualité à Carthage. Les Vandales sont à leur tour chassés par les Byzantins, qui s'emparent de certaines villes côtières comme Tanger et Ceuta, où ils frappent exclusivement un monnayage en bronze. L'avènement de l'islam marquera le renouveau de la monnaie au Maroc. Au 8e siècle, Moulay Idriss Ier, descendant de Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, établit le premier État musulman au Maroc. Désormais, les pièces qui sont frappées bannissent les portraits. En effet, les fuqaha interdisent ce type de représentation, les considérant comme une imitation de la création divine. Le portrait est ainsi remplacé sur les pièces par des versets coraniques et des formules pieuses. Idriss II, qui accède au pouvoir en 804, cultive l'héritage de son prédécesseur. Il œuvre à favoriser l'expansion des ateliers de frappe. Les dirhams idrissides présentent des similitudes avec ceux abbassides, sauf toutefois l'ajout du nom de Ali en bas des légendes appuyant l'ascendance chérifienne de cette dynastie. La production monétaire reste en outre cantonnée à l'argent et au bronze, qui servaient respectivement à l'émission de dirhams de Fels. La frappe de l'or restait en revanche à l'époque une prérogative du califat d'Orient. Ce n'est qu'avec l'accession au pouvoir des Almoravides vers le XIe siècle que la monnaie marocaine sous l'ère islamique se pare d'or. En ambitieux conquérants, les Almoravides parviennent à fonder un vaste empire qui s'étend du fleuve Sénégal à la presqu'île ibérique. Ils s'emparent ainsi des routes caravanières reliant la région subsaharienne à l'Afrique du Nord et à l'Andalousie et s'assurent un accès de choix au métal jaune provenant notamment des pays du Soudan. L'or sert à l'émission d'un dinar de bonne qualité et bon aloi. Jouissant d'une bonne réputation dans l'ensemble du bassin méditerranéen, il s'agissait pour ainsi dire du dollar de l'époque. L'aura du dinar almoravide sera telle qu'elle encouragera le roi Alphonse VIII de Castille à imiter cette pièce d'exception. Il en résultera l'alfonsin. Une monnaie adaptant les légendes de la pièce originale au christianisme. Les dynasties qui se succèdent veillent chacune à marquer la monnaie de leur empreinte. Les Almohades, pendant le règne de Abd el-Moumen ibn Ali au milieu du XIIe siècle, introduisent pour la première fois le symbole du carré dans le monnayage marocain. Cette forme géométrique se réfère vraisemblablement aux quatre coins du monde, tout comme elle pourrait évoquer l'édifice sacré de la Kaaba. Aussi, le monnayage almohade se distingue par la transcription de la légende Allahu Rabbuna Muhammadun Rasuluna Al-Mahdi Imamuna, en référence à Al-Mahdi ibn Tumurt, fondateur de la dynastie. C'est en outre aux Almohades que l'on doit l'émission des premières éditions spéciales de pièces. Il en est ainsi de cette médaille en or, valant 10 dinars frappés à l'occasion de la fête de Aïd el-Mawlid el-Nabawi. Une tradition qui a traversé les âges jusqu'à notre époque contemporaine où les éditions spéciales commémorent divers événements. Les Mérinides, qui règnent sur la majeure partie du Maghreb, à partir du XIIIe siècle, s'attellent avant tout à supprimer la référence au Mahdi, adoptée par leurs prédécesseurs. La formule Allahu Rabbuna Muhammadun Rasuluna Al-Mahdi Imamuna est ainsi remplacée par la légende Allahu Rabbuna Muhammadun Rasuluna Al-Qur'anu Imamuna. Ensuite, c'est aux Wattassides, qui n'ont eu de réel pouvoir que sur Fès et sa région, d'apporter leur modeste touche. Leur monnayage s'est limité essentiellement à des qirats et des dirhams d'argent et des fels en bronze et un faible numéraire en or de moindre qualité. La fièvre de l'or qui a animé la production de la monnaie durant toute cette période redoublera d'intensité vers le XVIe siècle avec l'avènement des Saadiens. Dans son effort militaire pour pacifier le pays et repousser les convoitises étrangères, cette dynastie met à sec les réserves en or du trésor.
mais tenant coûte que coûte à disposer d'une monnaie faite du précieux métal, le sultan saadien Ahmed el-Mansour, qui porte bien son surnom d'Ad-Dahbi, envoie des expéditions militaires au pays du Soudan. Le butin de guerre est impressionnant. Des quantités considérables d'or affluent vers le Maroc. Les chroniqueurs de l'époque racontent que près de 1400 marteaux frappent des dinars à la porte du palais du sultan à Marrakech. Outre ce goût prononcé pour l'or, le monnayage saadien a pour particularité son influence ottomane. Il porte en effet la représentation d'une signature, la alama. Elle est inspirée de la Torah turque, qui servait à authentifier les documents des sultans ottomans. Quand l'État saadien est précipité dans le déclin, son morcellement ouvre le champ à d'autres pouvoirs tels que les Zaouïas, à l'exemple des Shbanat à Marrakech. Leur influence sur l'activité du monnayage restera modeste, avec l'émission en leur nom de dirhams en argent de mauvaise facture et de qualité médiocre. Un véritable renouveau monétaire intervient sous le règne des Alaouites, qui imprime un élan modernisateur sans précédent au monnayage marocain. La dynastie qui prend forme autour des Nirs de Tafilalt, originaire de Yanbu al-Nakhil en Arabie, se retrouve en 1664 à la tête d'un Maroc fracturé. Agissant en unificateur du pays, Moulay al-Rachid émet une nouvelle pièce en argent, la Mozouna, ainsi que des fels de cuivre. La première monnaie d'or de la dynastie, le Boundouki, est ensuite frappée par Moulay Ismaïl, un des sultans les plus emblématiques de l'ère alaouite. Cette pièce doit son nom à son étalonnage sur le séquin de Venise qui constitue la monnaie de référence du commerce à l'époque dans le bassin méditerranéen. Par la suite, sous le règne de Sidi Mohammed III, retenu par les historiens pour ses qualités de fin diplomate, une nouvelle monnaie voit le jour, le mitral. Fait singulier, cette pièce frappée à Tétouan porte une inscription coranique qui met en garde les thésaurisateurs. وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ. Autre pièce notable de l'époque, le matbou', une pièce en or fabriquée en Espagne à la demande du souverain, portant l'inscription Doriba bi Madrid, imposée par l'autorité espagnole en lieu et place de la ville de Marrakech, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être rejeté par le peuple marocain. Une crise économique vient interrompre cette période prolifique pour l'activité monétaire. Pour composer avec ce texte difficile, le sultan alaouite Moulay Slimane remet au goût du jour le procédé de coulage qui avait connu ses heures de gloire pendant l'Antiquité. Il ordonne le moulage d'une série de fels qui se distingue par la représentation de l'étoile de David. C'est le siècle du fels coulé. Moulay Hassan Ier le prolongera pendant les 10 premières années de son règne avant de raviver l'esprit d'innovation qu'a connu le monnayage au Maroc sous le règne alaouite. Moulay Hassan Ier initie en effet une réforme monétaire profonde, matérialisée par la création d'une monnaie d'argent forte. Il décide de frapper à l'institution monétaire française la monnaie de Paris, le rial hassani d'argent et ses subdivisions. Les fels coulés sont quant à eux retirés de la circulation et remplacés par la mouzouna de cuivre. Elle est frappée localement à la maquina de Fès, une manufacture d'armes créée par Moulay Hassan Ier en 1888 pour ne plus avoir à supporter le coût de fabrication de la monnaie à l'étranger. Véritable laboratoire d'idées, la maquina permet l'introduction d'un procédé de fabrication de la monnaie parmi les plus avancés de l'époque, la frappe au balancier. Cette technique inventée vers 1550 par l'orfèvre allemand Marx Schwab permet une haute précision de frappe et une cadence plus élevée. Une trentaine de pièces sont produites à la minute, 3 fois plus que ce que permettait la frappe au marteau. Sous le règne de Moulay Abdelaziz, entre 1894 et 1908, le Maroc s'en remet à nouveau à d'autres pays pour fabriquer sa monnaie. Le rial azizi d'argent, tout comme les mouzounas de bronze, sont frappés dans divers ateliers européens à Berlin, Birmingham et Londres. Lorsque Moulay Abdelhafid, entre 1908 et 1912, accède au pouvoir, son rial hafidi est frappé à Paris. Le dirham, tel que nous le connaissons aujourd'hui, commencera à prendre forme au début du XXe siècle. Tout commence par une expérience inédite. La Banque d'État du Maroc,
créée en 1907 en vertu de l'acte d'Algésiras, entreprend en 1910 la première émission de billets de banque marocains d'une valeur de 20 rials. De nouvelles coupures de 4 rials marzani sont encore émises en 1917, 5 ans après la signature du protectorat avec la France. Mais l'expérience tourne court. La population marocaine de l'époque, subsistant d'agriculture et d'artisanat, se montre réticente à l'usage du papier-monnaie. Ce n'est toutefois que partie remise. Le progrès a déjà entamé son inéluctable marche. Au Maroc, le système économique, le mode de vie, l'habitat et la structure familiale commencent à subir des transformations profondes et changent progressivement les Marocains et leur vision du monde. Avant ces profondes mutations, en 1913, la Banque d'État du Maroc lance la frappe à Paris d'une nouvelle série de rials Youssoufi d'argent. La crise de 1914 et la hausse du prix de ce métal contraint cependant l'institution à changer ses plans. Le régime de parité forcée entre la monnaie hassani et le franc français est définitivement abandonné en 1919. Les premières pièces de monnaie en francs marocains ont ainsi été produites d'abord en argent, puis en aluminium et en cube chroniquel. Parallèlement, plusieurs types de billets ont été émis lors du protectorat français. En dehors des émissions de nécessité réalisées en période de crise afin de subvenir aux besoins de la population, les billets coloniaux sont d'une esthétique très aboutie. Ce billet d'essai de 500 francs, imprimé en Angleterre, affichant une statue équestre du maréchal Lyautey devant la Banque d'État du Maroc, en est un beau témoignage. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale fera prendre à la monnaie marocaine un tournant inattendu. La Banque de France délègue en effet le privilège de l'impression des billets de banque marocains aux États-Unis. Il en résulte des produits pour le moins singuliers. Des billets libellés en francs dont le style rappelle le dollar américain. Une autre émission marquante de cette époque est le billet de 1000 francs que les collectionneurs surnomment le tapis en raison de ses imposantes dimensions 228 sur 128 mm. Glisser ce billet dans un portefeuille sans le plier était mission impossible. Plus tard, lorsque le Maroc accède à son indépendance en 1956, une voie royale vers l'autonomie monétaire s'ouvre pour le pays. Feu Sa Majesté le roi Mohamed V amorcera la machine en traçant à son retour d'exil de Madagascar les grandes lignes du système politique et économique souhaité par son peuple. Un daïr émis la même année autorise la fabrication et la mise en circulation d'une pièce d'argent de 500 francs qui marque la réapparition de l'effigie du monarque. Cette pièce est la dernière libellée en francs avant la démonétisation en 1959 et l'instauration du dirham comme monnaie officielle du Maroc indépendant. Cette même année, en 1959, s'est fondé l'Institut national d'émission, la Banque du Maroc. En 1960, année emblématique de l'histoire de la monnaie au Maroc, le premier dirham est mis en circulation affichant l'effigie du père de la nation marocaine moderne, feu Mohamed V. Pour gérer au mieux la transition entre le franc marocain et le dirham, des billets en francs sont surchargés en 1959 en dirhams avant l'émission l'année suivante de nouveaux billets de 5 et 10 dirhams à l'effigie de feu Mohamed V. À l'intronisation du défunt souverain Hassan II, l'émission monétaire est inaugurée par la frappe de pièces d'argent de 5 et 1 dirham datée de 1965, ainsi que d'un billet de 50 dirhams. À partir des années 70, le Maroc confie la fabrication de sa monnaie et de ses billets à la société Thomas Delarue à Londres avec une thématique nouvelle plaçant le royaume sur la voie du modernisme.